Allô? Au secours, vous devez m'aider. Il y a ici une chose. Hein? Nul ne saurait décrire cette chose. Aucun langage ne saurait dépeindre cette vision de folie. Ce chaos de crise inarticulée, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. C'est un portail, ça. Ah ouais? Un gros parle de ça. Tiens, va même jusque dans tes fondations. Ah shit. Hmm. Ça peut être un vice caché. Ça vient juste d'apparaître. Il y a un cultiste qui a fait ça. Ouais. Fais attention à pas pogner des grands anciens. Et quoi? Yaxotep, Nigorat, Nyarlathotep. Come on. Oh non, câlisse. Faudrait-tu poser des trappes? Ouais, je fais ça. T'as-tu un 2x4 et un instincteur? Ouais. Bon, ben, go. Wow! Mansions of Madness. Alors ici, c'est la seconde édition qu'on va observer aujourd'hui. Alors, la première édition, qui est un gros succès chez Fantasy Flight. Ouais. Et qui est connue en français... Sous le nom La Maison de la Folie. Les Demeures de l'Épouvante. Alors, c'est ça le nom en français. Et c'est un jeu qui est bien connu quand même. Hein? Oui, c'est un des jeux les plus connus, les plus appréciés et qui représente, selon moi, le mieux l'univers de H.P. Lovecraft. C'est un jeu de mystère, d'exploration, d'horreur. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a une nouveauté dans la version 2. Maintenant, ça se passe avec une application. Une application? On va vous en parler tantôt, mais ça se passe comme ça. Wow! Et H.P. Lovecraft, pour ceux qui... Moi, je ne saurais pas c'est qui. Ouais, je me pose des questions. T'as-tu une idée, toi, c'est qui? Donc, oui, je sais, parce que j'ai trouvé un vieux documentaire dans le grenier hier qui nous explique très bien le personnage. Prends-moi ça. Allons voir. Howard Philip Lovecraft est un auteur américain ayant vécu à Providence, Rhode Island. Il est l'un des précurseurs de la science-fiction, et même si de son vivant il ne connaît pas le succès, il est tout de même un auteur régulier au pulp magazine Weird Tales, où paraissent entre autres les premières aventures de Conan, le barbare. Proie à de fréquentes terreurs nocturnes, Lovecraft écrit une série de courtes histoires sombres où de petites villes sont visitées par des créatures venues d'autres mondes. Des légendes sur des dieux ancestraux et monstrueux. Plusieurs de ces personnages, confrontés à ces entités, perdent la raison, meurent, disparaissent. Son penchant pour le spiritisme et ses riches descriptions de cultes et de rites lui ont même valu à l'époque la réputation d'être sataniste. Décédé mystérieusement en 1937, Lovecraft laisse derrière lui un riche panthéon noir très détaillé qui aujourd'hui encore est l'inspiration de plus d'une centaine de jeux pour le plaisir des petits et des grands. Aussi, il était très raciste. Cette vidéo est une présentation de Laramé. Laramé, la seule cigarette qui donnera à vos enfants une haleine de tabac frais. Comment est-ce qu'on joue? On le sait pas. En fait, il faut observer, il faut se promener. Il y a des indices un peu partout dans le manoir. Il y a des portes à ouvrir que tu sais pas vraiment ce qu'il y a en arrière. J'ouvre une porte, arrive un couloir. Qu'est-ce qu'il y a dans le couloir? On le sait pas. Et là, arrive un monsieur qui est dans le fin fond du couloir, une lumière en haut de lui. On s'approche de lui et lui va peut-être nous dire qu'est-ce qu'on fait ici dans ce manoir-là. Ou peut-être qu'il ne sait pas lui non plus. Fait qu'on continue à chercher. On cherche des indices, on se promène. On essaie de trouver des bonnes pistes. Et il y a plus souvent des mauvaises pistes. Et là, il y a un super beau tableau juste devant moi. J'ai envie de chercher qu'est-ce que ça veut dire. Ça me donne une statue grotesque. À quoi ça sert? On le sait pas. Mais c'est le fun. On cherche. On se promène à gauche, à droite. On ouvre des pièces. Des fois, ça n'a pas rapport. D'autres fois, ça a bien rapport. Mais même ça, que ça a rapport ou que ça n'a pas rapport, c'est le fun. On se promène. Moi, j'aime bien ça, me promener puis chercher. Fait que là, arrive le moment où est-ce que, qu'est-ce qui gère tout ça, ces affaires de on le sait ou on le sait pas? Une application qui, elle, le sait ce que toi tu sais pas. L'application super bien faite, The Mansion of Madness. Une application en fait qui va te dire quand tu ouvres une porte, quel couloir va être là, quelle nouvelle pièce va arriver, quel indice va être dans la pièce. Et quand tu cliques sur les indices, ils vont te dire qu'est-ce que l'indice. En fait, cette application-là remplace le joueur, en fait, qui devait apprendre tout le scénario au complet avant cette grande soirée où on jouait à Mansion of Madness dans la version numéro 1. C'est une application très bien faite qui nous amène du suspense, puis on a bien hâte de jouer. C'est bien tactile. Moi, je suis un gars tactile, j'aime bien ça, passer sur des boutons.
Alors, je pense que le meilleur côté de l'application, c'est qu'on peut se lancer dans l'aventure très rapidement. Parce que l'application gère tous les règlements, tu as juste à écouter ce qu'elle te dit. Donc, tu as juste besoin de savoir 2-3 petites affaires avant de commencer. Chaque personnage, chaque enquêteur, on travaille coopérativement, a 2 actions dans son tour. Alors, les actions, c'est se déplacer, explorer, échanger des items, interagir avec un vieux sans-abri récalcitrant. Tout ça, c'est des actions. Alors, tu en as 2. Par exemple, se déplacer me permet de me déplacer de 2 espaces. Ils sont gentils, tu peux te déplacer de 2. Ensuite, je vais interagir avec ça. J'irai voir dans l'application, je pèserai sur le petit bouton qu'il y a ici, et ça me dirait ce qu'il y a de l'autre côté. Puis si jamais vous rencontrez des difficultés, par exemple, la porte est barrée, tu peux pas l'ouvrir, eh bien, il va te demander de faire un jet. Pour ceux qui sont familiers avec la gamme de jeux de Lovecraft, il y a beaucoup de dés à brasser. Hein? Si t'aimes le brassage de dés, mon ami, tu vas être servi, tu vas en brasser pas mal toute la soirée. Hein? Alors, on s'étire bien les poignets. Alors, supposons que je dois faire un jet de force ici, je vais voir sur la feuille de mon personnage, et ça, c'est très cool. Regardez, il y a même une petite histoire de chaque personnage, son passé, comment il est venu à être conscient des horreurs qu'il y a dans ce monde. Alors, moi, j'ai 4 de force, alors je brasse 4 de dés, c'est ça, un défi. Alors, je brasse, et je veux pogner des étoiles, que tu pognes jamais d'habitude, mais là, comme je suis à la caméra, j'en pogne. Quand vous avez des étoiles, c'est des succès. Vous dites à l'application combien de succès vous avez, et elle va vous dire si vous réussissez ou pas. Les loupes, ça vous permet de dépenser un indice que vous avez trouvé précédemment pour gagner un succès supplémentaire. Alors ça, c'est cool. Maintenant, j'ai 3 succès. Alors, je réussis encore plus. Je pète la porte et elle revole. Et tout le monde est content. Et tout le monde fait « T'es trop cool. Preston Fairmont. » Et là, je rentre dans la salle de billard. Et voilà. Alors, c'est un peu comme ça. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour jouer. C'est vraiment les seuls règlements auxquels vous allez être confrontés sur la table. J'ajouterais peut-être une toute petite précision ici. C'est qu'en fait, il y a plusieurs affaires qui peuvent arriver pendant la partie, dont le feu qui pogne dans le manoir. Il y a des petites règles là-dessus supplémentaires, comment barricader des endroits. Si tu deviens insane, si tu deviens paralysé, il y a plein de petites règles qui vont arriver au fur et à mesure qu'il faut connaître aussi un peu avant. Là. Faut pas dire que tu sais juste 3 affaires, puis là c'est correct. Il y a aussi une panoplie de méchants, de monstres qui sont de plus en plus puissants. Mais que si tu lui donnes une pichenote, il tient pas sur son petit plateau. Yes. Et voilà, donc Mansions of Madness, il est à noter que dans la boîte de base, il y a 4 scénarios seulement. Donc 4 histoires, 4 manoirs que vous aurez explorés. Il y a des extensions par contre. Oui. Et ça détaille combien ces extensions? Une trentaine de dollars. Qu'est-ce qu'on en pense? J'aime les jeux d'exploration. Mm-hmm. Je m'amuse avec ça. Ici, par contre, bon, l'univers est vraiment intéressant. On entre complètement dans cet univers-là. H.P. Lovecraft, selon moi, c'est celui qui m'a plus amené à me sentir dedans. Là. Faire comme, oh là là, les cultistes, oh là là, il y a des portails. Mais c'est excitant de pas savoir ce qui s'en vient. Je pense que c'est ça le plus fun, c'est de faire, on sait pas ce qu'il faut pour gagner cette partie-là. Puis en plus de te promener puis de pogner des affaires, c'est le fun. Oui, exact. Donc ça, c'est vraiment une des forces du jeu, c'est le mystère. C'est là. L'application! L'application! C'est une grosse force du jeu! Elle est magnifique, l'application, puis c'est génial parce que tu t'embarques directement, tu peux briefer ton monde en 10 minutes et hop, on joue. Le setup est rapide aussi. Ouais. La mise en place, pardonnez-moi, c'est vraiment... Tu sais, pour un jeu que tu vas jouer pendant 2 heures, que ça prenne juste 10 minutes à expliquer, c'est vraiment fort. Tout ça, c'est bien. Il y a des trucs très cool aussi, il y a des mécaniques que j'aime. Si tu pars toute ta santé mentale, tu deviens fou, donc tu piges une carte folie. Et là, tes objectifs changent. Ça se peut que tu sois un traître, que tu veuilles que les gens soient blessés. Ça, c'est vraiment bien. Ça marche juste moins bien quand tu joues tout seul. Parce que j'ai joué tout seul, puis un de mes deux était devenu le traître. Fait que là, j'avais un dédoublement de personnalité, je suis viré fou. J'ai passé une très mauvaise soirée. Alors, c'est un des plus cohérents dans la gamme de jeux sur l'univers de Lovecraft. Donc, à mon sens, plus que les contrées de l'horreur, plus que Eldritch Sign. Il y a quelque chose il y a une histoire qui se tient, qui nous prend vraiment. On se sent investi dans ce scénario-là, mais il y a des défauts. Hey, tu l'as dit, il y a des défauts. Des défauts! Ça va brasser des dés, là. Genre, on en brasse une centaine par partie, ça devient vraiment long. Ah oui, il y a au moins 2 ou 3 mécaniques que j'aurais juste enlevé. Les horror checks, là, les monstres nous font peur, et là, il faut brasser des dés pour pas devenir fou. Mais il faut que tu brasses des dés pour pas qu'ils t'attaquent, il faut que tu brasses des dés pour les attaquer, tu brasses systématiquement toujours des dés. Et il y a des scénarios
qui peuvent tout simplement échouer à cause du résultat des dés. Et ça, c'est frustrant. Donc, c'est la chose la plus frustrante dans le jeu. La deuxième affaire, c'est les figurines. Ouais. C'est un peu décevant. À 140$ le jeu, que les figurines ne tiennent pas sur leur socle. Qui est en fait même un socle qui n'est pas vraiment quelque chose de nécessaire au jeu. Ben, il y a une petite affaire, là, ça aide, mais pas tant pour vrai. Il y avait d'autres solutions qu'on aurait pu trouver que de pas les mettre sur des socles qui se tiennent eux-mêmes. C'est très étrange. Alors, ça... Et je dirais que ça appelle surtout aux joueurs qui sont prêts à refaire les scénarios. Parce que c'est normal, une première fois, on n'a aucune idée où il faut aller, on n'a aucune idée de ce qu'on cherche. Donc on perd un peu notre temps, le manoir pogne en feu et on perd. Donc on se rend à la moitié du scénario peut-être. Donc là, le jeu nous invite à reprendre notre exploration, mais en connaissant qu'on cherche un agent secret ou en sachant qu'on doit se battre avec un sans-abri. T'as-tu déjà gagné, toi, dès la première fois? Non, j'ai non plus. Donc, ça, c'est frustrant, autant que c'est excitant, mais... Donc, pour ceux qui ont la mentalité un peu du joueur de jeux vidéo qui veut tout reprendre, découvrir à 100% un tableau, un temple, peut-être que vous allez vous y reconnaître, mais moi, j'ai vraiment moins de plaisir quand je reprends quelque chose que j'ai déjà vu. Ouais, le plaisir est à son paroxysme dans les 4 premières fois que tu joues aux 4 scénarios, parce qu'après ça, soit que tu amènes les autres vers où est-ce que tu veux vraiment aller, puis parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient, fait que c'est moins intéressant. Donc, dans notre mentalité, il y a 4 parties vraiment intéressantes dans ce jeu-là pour les 4 scénarios de base. Et après ça, le plaisir est vraiment amputé de moitié, je vous dirais. Do you know what it's like not to be able to use your legs? Yes, sir, I do. On peut le faire découvrir à des amis, mais là, on devient vraiment un joueur alpha qui fait « Ok, ben il faut trouver ce gars-là, il faut faire ci, il faut faire ça », et les autres sont un peu nos pions. C'est ça que vous avez fait avec moi la première game. J'ai joué. Exact. J'ai beaucoup de fun. J'étais juste genre, ok, m'en aller là, ok, m'en aller là. Fait en gros, Pierre-Louis. Au vu de tout ça. Au vu de tout ça, est-ce que tu recommandes ce jeu, mon cher ami? Je dirais qu'il y a des gens qui nous écoutent qu'on n'aura pas besoin de convaincre. Vous êtes des fans de Lovecraft, vous avez joué à la première édition, la deuxième édition est très bonne, alors vous l'avez peut-être déjà acheté. Bravo. Good job. Pour les autres qui découvrent cet univers-là, cette gamme de jeux, je dirais que je le recommande si l'argent n'est pas un problème pour vous. Et que... Guillaume Lepage, on parle de toi présentement. Alors, mon petit Guy. Et si vous êtes prêt à avoir seulement 4 scénarios pour 140$, oui, je vous le recommande. Sinon, non, je pense qu'à 140$, vous pouvez avoir du mystère, vous pouvez avoir de l'excitation, vous pouvez avoir des jolies figurines. Faites juste acheter Blood Rage puis Sherlock Holmes Détective Conseil puis vous allez mixez-les en deux, les ensemble. Puis déjà là, vous allez sauver 40$. Oui. Alors, pour ça, non, malheureusement, moi, je le recommanderais pas. J'ajouterais pas ce jeu-là. Essayez-le. Allez dans un pub ludique ou empruntez-le dans une boutique près de chez vous. Je pense que ce serait la meilleure façon de faire une soirée spéciale Lovecraft unique. Ouais, c'est un peu ça aussi, mon point de vue. Il y a trop d'affaires qui viennent faire en sorte que... Le côté monétaire vient me bugger beaucoup là-dessus. À 140$, tu peux t'acheter justement 2-3 jeux qui sont de meilleure qualité. Reste à voir que l'application est d'une très bonne qualité aussi. Oui, les cartes, les dés, les tuiles, tout ça c'est bon, mais les figurines, Puis on parle de l'émotion du jeu, là. On en joue... c'est ça. Moi, je dis... Je passe au suivant. Mais peut-être sur Kijiji, vous allez le payer à 50$. Gardez l'œil ouvert, ou peut-être que si vous venez à notre soirée ludique épique du 20 décembre au pub Randolph, peut-être que vous aurez la chance de le gagner. Qui sait? Oui, qui sait, hein? Alors, sur ce, Internet, on te dit, si tu as aimé cette belle critique, eh bien, suis-nous sur Facebook, YouTube, Instagram et Snapchat. On est partout. On est même présentement derrière toi. Wouh!